Être sûr qu'ils veulent pas, ils souhaitent pas tout simplement chercher à obtenir cette pleine souveraineté, qu'il n'y a pas d'autre solution dans le monde d'aujourd'hui. Même à écouter Rubio, le monde unipolaire, c'est terminé. C'est un monde multipolaire avec des groupes qui se considèrent comme autonomes. Alors évidemment, il faut faire des alliances. C'est peut-être ça l'erreur actuelle de Trump, c'est de continuer à rester sur un logiciel d'hégémon total, alors qu'en réalité, le monde multipolaire nécessite des alliances, mais qu'en tous les cas, on voit bien que l'alliance entre les États-Unis et la Chine, c'est pas pour demain. Mais l'énorme problème que rencontre Trump, pour moi, c'est qu'il a finalement à payer les pots cassés de la politique de gribouille des néoconservateurs, à voir entre autres jeter, comme ils l'ont fait, la Russie dans les bras de la Chine. Oui, mais si on regarde ses premières actions et ses premières déclarations, c'est des invasions territoriales. C'est-à-dire que il parle d'annexer sérieusement le Groenland. La première visite de Rubio, c'est au Panama. La première grosse opération financière anti-chinoise, c'est BlackRock qui rachète une quarantaine de ports dans le monde, tous situés sur des goulets d'étranglement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, Trump continue la politique de Biden et la politique qu'il avait lui avant, qui est en fait de garder en fait la primauté des États-Unis, donc l'unipolarité, dans un monde malheureusement multipolaire. On a Rubio qui nous fait des discours comme ça sur la multipolarité, mais sa première visite, c'est au Panama pour intimer l'ordre au Panama de sortir des nouvelles routes de la soie et de vendre les ports aux États-Unis et de ne jamais collecter de droits de douane sur les navires américains. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une doctrine Monroe sous stéroïdes qui maintenant s'étend en plus le fait de façon très ouverte. Hein, la menace sur le Groenland et même sur le Canada. On voit Donald Trump qui dit au Canada, c'est pas beau à dire, mais vous allez certainement être le prochain État des États-Unis. Donc essayez de faire ça de façon intelligente et vous verrez, vous serez content, vous serez beaucoup plus riche et beaucoup plus libre. Donc on voit vraiment que en fait ce qui se passe, c'est une accélération au contraire de l'agenda néoconservateur. Il y a les frappes sur le Yémen. Alors on en avait parlé la dernière fois. C'est vrai que c'est la continuation d'un conflit qui avait déjà commencé, mais c'est une escalade supplémentaire. Il y a ces menaces qui sont sur l'Iran, qui pèsent de façon de plus en plus pesante sur l'Iran. Donc en fait, ce qui se passe, c'est une accélération du coup de force en fait des États-Unis sur le monde multipolaire qui est en train d'émerger. Et c'est vraiment le pari, c'est soit ça passe, soit ça casse pour les États-Unis. Analyse intéressante en tous les cas. Et alors, le FEAL, les FEO du suzerain, les Européens, est-ce qu'ils vont finalement se raccorder à la politique de Trump après avoir un peu traîné les savates? Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est ce qui se passe à l'est de l'Europe. Ou bien est-ce qu'il va y avoir un découplage avec, apprend-on, des responsables qui sont de plus en plus intéressés au niveau de Bruxelles par des accords avec la Chine? Alors toujours là, quand on parle de l'Europe, il faut parler à la fois de l'Union européenne et des États encore souverains, en tout cas sur le papier. Effectivement, l'Union européenne, on a vu que Van der Leyen est allée aux États-Unis, puis enfin, elle s'est entretenue avec Donald Trump, ça s'est pas très bien passé pour elle. Donc là, il y a apparemment l'organisation, elle a fait un appel avec le Premier ministre chinois Li Qiang, où elle lui a parlé de l'importance pour ces deux grands ensembles économiques que sont la Chine et l'UE, de préserver on va dire un système commercial mondial, on va dire, qui soit respectueux. Donc elle critique ouvertement les États-Unis. Alors il est prévu qu'elle se rende aussi en Chine fin juillet, avec une délégation, sachant qu'elle a invité Xi Jinping à se rendre en Europe, mais celui-ci a refusé. Donc là, on voit vraiment l'importance maintenant de qui se déplace chez qui. Donc là maintenant, clairement, c'est l'Union européenne qui a besoin d'aller vers la Chine. Et ça, c'est vraiment un changement, on va dire, un changement de braquet, parce que jusqu'à il y a quelques semaines, l'Union européenne était profondément sinophobe. On se rappelle de la bagarre sur les véhicules électriques chinois, la taxation qui maintenant est en discussion pour les annuler. Et ça, c'est un peu, l'Union européenne arrive au bout de la logique en fait, du manque de logique de sa politique chinoise, qui était de dire depuis 2019, il y avait un papier qui est sorti par l'Union européenne qui disait la Chine, c'est un partenaire de coopération.
c'est un compétiteur économique et c'est un rival systémique. Et ce à quoi le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi avait dit, on fait comment pour avancer quand il y a les lumières rouges, vertes et oranges qui sont allumées en même temps. Voilà. Donc là, l'Union européenne se trouve dans une situation où si elle veut survivre, en fait, maintenant elle a brûlé les ponts avec la Russie, les États-Unis nous tournent le dos. Donc maintenant, si on veut continuer à avancer, il reste plus que la Chine. On a de la chance que la Chine continue à nous tendre la main malgré tout ce qui a été fait. Alors ça, c'est pour Van der Leyen et l'Union européenne. Et après, il y a les États européens indépendants. Et là, on voit qu'il y a une différence qui s'opère entre des États ça tombe bien justement de l'Europe du Sud. Hein, comme je parle toujours de cette question occidentale, je dis que l'Europe du Sud, moi, je considère qu'elle ne fait pas partie de l'Occident actuel. Que ce concept d'Occident actuel a été pris en otage par les Anglo-Américains, avec en plus de ça, une dimension religieuse par-dessus, et que en fait tout ce qui se passe dans le monde, en fait, que ce soit en Palestine, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Asie du Sud-Est, que ce soit un peu partout, tous ces conflits, en fait, sont faits au nom de l'Occident, mais auxquels nous, ça n'est pas nos valeurs à nous en tant que Europe du Sud, on va dire de culture latine et chrétienne. Et puis chrétienne. Ça n'est pas du tout nos valeurs, mais c'est quand même fait en notre nom. Donc il faudrait qu'il y ait une espèce de découplage. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer en fait sur le terrain. C'est qu'on voit qu'aujourd'hui il y a le président Sanchez qui est en Chine, qui justement parle de, lui il prend un peu le contre-pied de l'Union européenne en disant mais moi je ne sacrifierai pas ma relation avec la Chine. Il faut savoir que l'Espagne est justement, ça fait 2 fois ou 3 fois que Sanchez vient en 2 ans. Et donc du coup la Chine a énormément investi dans des groupes comme Stellantis, dans des groupes, dans des usines de batteries en Espagne. Donc les bénéfices à ne pas se fâcher avec la Chine sont immédiats. D'ailleurs, c'est un des pays européens, alors qu'on disait que l'Espagne était un des grands hommes malades de l'Europe, aujourd'hui, il se porte mieux que d'autres en Europe. Hein. Oui, absolument. Puis on voit que le réseau ferroviaire à grande vitesse en Espagne est le plus grand d'Europe. Il y a les investissements chinois sont de plus en plus importants. La même chose du côté de l'Italie. Mélanie, même si elle a dit qu'elle allait rencontrer Donald Trump pour discuter de ces affaires-là, on se rappelle que l'Italie avait été obligée de sortir des nouvelles routes de la soie l'année dernière. Et immédiatement, Mélanie s'est rendue en Chine pour signer des accords de commerce bilatéraux. Donc, il ne faut pas dire comme ça que l'Europe est une fatalité et que si l'Europe est contre, eh ben, on ne peut rien faire au niveau national. C'est faux. Mélanie l'a démontré, Sanchez l'a démontré. Par contre, nous, évidemment, avec Macron, on imagine, ça se voit de plus en plus, on dit convoite la place de Van der Leyen. Alors lui, par contre, il était complètement derrière Van der Leyen sur la question des droits de douane sur les véhicules électriques chinois. Ça s'est traduit par quoi? Le groupe BYD qui voulait investir dans des usines en France, par 2 fois, sont partis en Hongrie. Et résultat, tout ce qui reste de BYD en France, c'est des concessionnaires. C'est-à-dire que les Français vont acheter des véhicules BYD, mais on ne va pas profiter des usines, ni de batteries, ni de véhicules que la Chine voulait installer en France.